Merci beaucoup Pierre Rabhi d'être avec nous ce soir. Nous sommes très heureux. Pierre Rabhi, hein, on vous connaît. C'est peut-être en quelques mots, peut-être rappeler qui vous êtes, même si ce ne sera jamais exhaustif. Vous êtes agriculteur, penseur, auteur de nombreux ouvrages. Vous méditez, vous vous interrogez sur le sens de la vie, mais plus qu'un philosophe, vous êtes un amoureux de la nature, un philophusis, en fait. Cette nature, la Terre, elle est en danger. Nous vivons une situation d'urgence et cette conscience que vous avez vous a conduit à devenir, à force de persévérance et de volonté, l'un des pionniers de l'agriculture biologique, l'agroécologie. Vous avez transgressé les règles établies, les pratiques conventionnelles, vous êtes sorti du système pour en emprunter un autre, vous proposez un nouveau modèle, plus respectueux de la vie, vous préconisez la sobriété heureuse. Alors, depuis de nombreuses années, vous transmettez votre savoir-faire à travers le monde, vous contribuez à redonner l'autonomie alimentaire aux plus démunis, vous montrez que l'agriculture biologique est possible, même sur des terres les plus arides. Vous avez inventé le concept d'oasis en tout lieu. Vous lancez le mouvement pour la terre et l'humanisme, car le changement passe d'abord par soi. Et vous vous êtes approprié l'histoire du colibri, qui apporte sa part au changement pour encourager chacun à en faire de même. Alors, changer le monde est possible, selon vous, rien que cela. Vous êtes un utopiste. Mais chez vous, l'utopie est porteuse. Vous l'avez mise en pratique. L'utopie est devenue réalité et vous n'êtes pas le seul. D'autres consciences se sont affranchies des conventions. La preuve, des colibris ont partagé leur expérience aujourd'hui au Burkina Faso, Mali, au Pérou. Et c'est pas facile, forcément. Comme tout mouvement à contre-courant, il faut contourner les nombreux obstacles, repousser en permanence les limites, inventer des solutions qui soient pérennes. Alors, je vais tenter de relayer des réflexions et des questions qui ont été soulevées aujourd'hui, tout au long de la journée. Et je vais commencer par ce constat. Il y a encore une confusion entre le bio et l'agroécologie, d'autant plus qu'on commence à parler aussi on parle aussi de la permaculture. Et c'est difficile de faire en réalité la différence clairement, sachant que dans le bio, il y a aussi le bio et bio, un bio intensif, un bio conventionnel par son intensité. Est-ce que vous pouvez faire le ménage dans tout ça? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Bon, d'abord, ça marche? Oui. D'abord, mon aventure repose sur en quelque sorte une aventure personnelle qui a été la remise en question de notre modèle de société. Ça a consisté, étant moi-même du désert, double culture, etc. J'ai vécu à Paris, les circonstances m'ont emmené à Paris, j'ai vécu à Paris, etc. Et puis ensuite, j'ai rencontré une jeune fille avec laquelle on a décidé de vivre et puis on a fait un retour à la terre en 1961 en Ardèche. Pourquoi en Ardèche? C'est les circonstances comme ça, parce que ce désir de retourner à la terre, c'était pas simplement le désir de travailler la terre, mais c'était aussi le désir de retrouver disons le milieu naturel dans lequel devraient vivre tous les êtres humains. Et cette aventure m'a engagé dans une grande question, c'est comment survivre dans la nature, donc ça a été l'agriculture. Alors je ne connaissais strictement rien à l'agriculture et il fallait donc apprendre, je ne connaissais pas. Donc en apprenant, je suis devenu ouvrier agricole, j'ai passé un petit diplôme qui m'a donné un brevet d'apprentissage agricole. Et avec ces éléments-là, je pouvais me présenter au Crédit Agricole, parce que comme nous n'avions pas le moindre centime, il fallait passer quand même par un emprunt. L'emprunt du Crédit Agricole était subordonné au fait qu'il fallait que j'acquière des compétences. Donc les compétences acquises, mon dossier a été accueilli et on m'a dit, bon ben voilà, trouvez
la ferme où vous voulez vivre. Et puis voilà, à partir de ce moment-là, on verra, on étudiera. On peut parfaitement vous soutenir, mais à la condition que... Donc je suis allé parcouru l'Ardèche du Sud, parce que certains connaissent peut-être l'Ardèche du Sud, c'est un département qui est à côté du Gard, la Drôme, etc., et qui est un département un peu allongé comme ça, avec une Ardèche du Nord, une Ardèche du Sud, et nous étions dans l'Ardèche du Sud. Qu'est-ce qui nous a amenés dans cette région-là? C'est un médecin auquel on avait écrit en disant, voilà, on a une volonté de retourner à la Terre, et on nous avait donné son adresse, et lui nous a été favorable. Il a dit, bon, bah, écoutez, je vous soutiendrai autant que je pourrai, mais vous venez. Alors, donc, la formation étant acquise, je pouvais présenter mon dossier, et puis quand j'ai fait la monographie, en quelque sorte, du lieu dans lequel nous voulions vivre, ben cette description, si vous voulez, faisait qu'il y avait peu d'eau, pas d'électricité. Nous avons vécu 13 ans sans électricité, pas de téléphone évidemment, la terre aride, le chemin à peine praticable. Et quand j'ai présenté mon dossier au Crédit Agricole, ils m'ont dit, nous ne pouvons pas vous prêter parce que nous ne voulons pas vous aider à vous suicider. Jamais vous n'arriverez. Alors, c'est la compassion d'un sénateur qui nous avait pris sous son aile en disant, mais finalement, et le Crédit Agricole nous disait, mais pourquoi diable vous installez-vous dans ces lieux si difficiles que ça? Alors que nous avons des fermes disponibles. Dans notre listing, si vous voulez, des agriculteurs qui ont abandonné, on a des fermes quand même beaucoup plus viables, beaucoup plus intéressantes, et on préférerait vous prêter beaucoup plus et vous installer là où vous allez vivre que dans ce lieu où vous allez crever. Donc c'était très difficile d'expliquer et c'est là l'un des traits, si vous voulez, de caractère, et qui est dans cette soirée, comme je l'évoque assez souvent, c'est-à-dire que c'est une option qui n'était pas simplement une option de faire de l'agriculture, mais c'était une option qui était au-delà de l'agriculture. C'était une attente autre que simplement faire de l'agriculture. Et pourquoi avoir choisi ce lieu? Parce que tout simplement, il est beau. Voilà, c'est tout, pas plus que ça. Seulement, si vous savez que la beauté, aujourd'hui, on n'en a rien à fiche, et surtout le Crédit Agricole. Donc, du coup, cette ambiguïté est déjà, disons, traduit bien quelle était notre quête. C'est-à-dire que notre quête, ce n'était pas simplement de faire de l'agriculture, c'était de nous rapprocher de la nature, c'était de jouir de la beauté de la nature, de la vie, et retrouver, non pas avoir une fonction de producteur agricole, quelle qu'elle soit, mais aussi d'être dans ce voyage initiatique qui nous amène vers une nature qui est de plus en plus ignorée parce que c'est une civilisation du hors-sol. Tout le monde est hors-sol dans les villes, etc. Et la nature, elle est de plus en plus négligée, à tel point qu'on est obligé d'avoir des partis politiques écologiques pour défendre la vie, etc. Enfin, je n'ai pas besoin de vous dire toute l'ambiguïté dans laquelle on se trouve. Eh bien, voilà, c'est grâce à l'intervention de ce sénateur que nous avons pu obtenir un petit prêt assez modeste, payable en 20 ans à 2% ou 3%. Bon, c'est comme ça que nous sommes installés donc, dans le lieu et dans la région. Et à partir de là, je me suis rappelé évidemment qu'étant ouvrier agricole, eh bien, quand mon patron me disait c'est le jour du traitement des arbres, par exemple fruitiers, ben, le jour du traitement des arbres, c'était prendre du poison, des organochlorés, des organophosphorés, des pesticides pour détruire les insectes, pour lutter contre les maladies cryptogamiques. Et c'est à ce moment-là que je me suis éveillé finalement à nous produisons mais nous détruisons. C'est-à-dire que l'agriculture est sortie de son rôle nourricier pour entrer dans un rôle produire mais détruire. Et à ce moment-là, on voit tous les dégâts qui sont faits sur l'environnement, sur le sol qu'on drogue à coups d'engrais tous les ans, que sur les maladies qui arrivent par conséquence justement
des carences que l'on produit à travers ce système de production. Les insectes arrivent, les champignons arrivent, et il faut aller traiter avec des organochlorés, des organophosphorés. Et donc, j'avais presque le sentiment qu'on déclarait la guerre à la vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, si l'agriculture, c'est ça, ben, je ne ferai pas d'agriculture, parce que je ne suis pas venu pour détruire la terre, je suis venu pour en vivre, et nous sommes venus pour jouir aussi de la beauté de la nature. Et j'étais dans cette espèce de forme de désespoir quand j'ai découvert qu'il y avait des méthodes. Et le premier ouvrage que j'ai lu, qui m'a été transmis par cet ami médecin qui nous avait fait connaître, ça a été La fécondité de la terre de Pfeiffer, qui relatait toute l'approche biodynamique. Peut-être dans la salle, il y a des gens peut-être qui connaissent ces méthodes-là. La biodynamie. Et la biodynamie intronisait une agriculture qui, en même temps qu'elle est soucieuse de la terre et de la vie de la terre, est aussi quelque chose qui intègre même le cosmos tout entier. C'est-à-dire toutes les énergies célestes qui viennent bien sûr du Soleil, personne ne peut nier ça. Pour nous, la Lune influe, et pour nous, tout le cosmos influe. C'est-à-dire que nous sommes pris, notre magnifique planète, elle est prise dans un contexte de cette vastitude cosmique, et dans cette vastitude cosmique, elle est nourrie, elle est en fait énergisée, elle reçoit de l'énergie solaire incontestable, mais nous, on va vers la Lune, on va vers le cosmos, et tout est énergie. Et à partir de ce moment-là, évidemment, j'étais convaincu que la démarche uniquement de traiter la terre comme un substrat dans lequel on met des substances chimiques pour faire pousser. Ensuite, quand les maladies arrivent, on va chercher des pesticides pour les guérir, des maladies à champignons qu'on dit cryptogamiques, ou détruire les ravageurs. C'était quand même quelque chose qui en fait, dénaturait complètement l'approche de l'être humain par rapport à... Et donc, ce qui est apparu, c'est que la nourriture produite sur un sol comme ça, mort, parce on le tue véritablement. Quand vous avez utilisé des engrais, que vous prenez un échantillon de sol et que vous allez le faire analyser, on va vous dire qu'il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus rien de tout ça. Ça veut dire que vous produisez une nourriture sur un substrat qui est mort. Et cette nourriture, nous la mettons dans notre corps. Donc, ce qui fait qu'on est dans le cycle. La terre, le végétal, l'animal, l'être humain, tout ça est relié. Et cette nourriture que nous mettons dans notre corps est une nourriture dénaturée, au point qu'un ami me disait, avec la nourriture moderne, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Parce qu'en fait, nous ingurgitons des substances qui sont nuisibles à notre physiologie. Et donc, ça dérègle la physiologie de toutes sortes de manières. Et ce qui fait que, je ne suis pas à l'abri d'un cancer, mais je peux vous dire que c'est très favorable de par le dérèglement que ça produit en nous, qu'il soit énergétique au niveau des substances, etc., on se prédispose à des maladies. Et ces maladies, elles sont multiples. Aujourd'hui, elles ont été depuis très longtemps identifiées, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas parce qu'on continue sur la lancée d'une agriculture et d'une agronomie qui est enseignée sur la base de la chimie. Et ensuite, quand vous cherchez, vous trouvez que cette agronomie a été en fait induite par la pétrochimie internationale. C'est-à-dire la pétrochimie internationale a défini en quelque sorte ce qu'est un agronome prescripteur d'engrais, de pesticides, etc., et un médecin prescripteur de médicaments, des laboratoires pharmaceutiques, etc. On retrouve c'est-à-dire l'accaparement en quelque sorte d'un secteur d'activité humaine très importante, et en même temps la question de la santé humaine sont totalement accaparées, disons, par un système, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a du mal à en sortir. Et donc je reviens à ma question, justement, vous êtes venu du désert pour aller en Ardèche, où le sol n'est pas particulièrement fertile a priori.
vous avez développé, expérimenté, puis développé une technique de l'agroécologie. Vous avez ensuite transmis votre savoir-faire dans le monde. Vous avez réussi à rendre fertiles des terres arides au Mali. Vous êtes allé aussi dans d'autres pays, au Burkina Faso, etc. Oui. Justement, quelle est la différence avec ce qu'on appelle le bio? Puisque la confusion persiste encore aujourd'hui. Le bio, en sachant encore qu'il y a aussi un bio, une agriculture bio intensive, dont l'éthique n'est pas forcément respectée. La première phase, il fallait déjà que nous fassions la démonstration que cette approche est efficace. Sinon, ensuite, donc ça a demandé quand même un certain nombre d'années, puisque nos sols étaient relativement pauvres et qu'il fallait les régénérer, mais les régénérer évidemment selon la loi, et la loi qui a été établie par la nature. D'un côté, on peut dire rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est une des éléments de base. Et de l'autre côté, c'est de dire que l'approche agroécologique est une approche qui est inspirée par la nature. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Dans la nature, les forêts poussent. Quand elles ont poussé, grandi, les arbres ont grandi, en automne, il y a de la chute des feuilles, tout simplement. L'arbre a grandi grâce aux feuilles qui ont été actives en certains moments pour recevoir l'énergie solaire, etc., pour le faire grandir. Et quand il arrive au cycle de la dormance, c'est-à-dire qu'il va se retirer pour dormir, en quelque sorte, pour se mettre complètement en dormance l'automne et l'hiver, eh bien, il a restitué ses feuilles. Et les feuilles qui sont tombées au sol, elles rentrent dans un processus de transformation par des insectes, par toutes sortes de bactéries, de micro-organismes de toute nature, qui se mettent au travail pour que cette litière, en quelque sorte, de feuilles, se transforme en un élément qui est un élément fondamental qu'on appelle l'humus. Et ce n'est pas pour rien que humus, humanité, humilité, c'est la même étymologie. Parce que l'humus, c'est l'élément qui se produit à partir des déchets et qui restitue à la nature l'énergie qu'elle a donnée pour que l'arbre advienne. Et donc, on rentre dans ce cycle, effectivement, où la nature recycle. Et quand on arrive à l'humus, évidemment, c'est une matière tellement importante que humus, humanité, humilité, c'est un peu la même étymologie. Donc ça relance, de ces déchets qui pourraient être perdus. Eh bien non, ces déchets relancent la vie à travers l'humus. Donc on est dans les lois fondamentales de la vie, c'est-à-dire où la vie ne dissipe rien. Tout ce qu'elle a créé, c'est pour... Nous venons de signer un ouvrage avec Jean-Marie Pell qu'on appelle Le monde a-t-il un sens? Il a fait une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur la planète. Eh bien, c'est organisé sur la coopération et l'associativité. C'est-à-dire tous les éléments qui ont été, que la nature a engendrés ont été toujours des éléments qui l'ont fait évoluer et qui ont contribué à sa pérennité et à sa survie. Donc, l'agroécologie, c'est de dire, mais comment la nature s'y est prise? Eh bien, on respecte, on rentre dans le scénario de la nature elle-même, et c'est ça l'agriculture biologique, disons. Après l'expérience que j'ai pu faire au Sahel, c'est que là, nous n'étions pas du tout seulement dans l'agriculture bio. Il fallait intervenir dans des milieux qui ont été détruits par l'homme en partie et par les évolutions climatiques. Donc j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la bande sahélienne, cette bande sahélienne qui va de l'est à l'ouest et qui a un biotope un peu identique à lui-même, c'est-à-dire homogène par rapport de l'est à l'ouest. Ce biotope particulier, il est entre le désert du Sahara, qui est mon biotope à moi, et la forêt tropicale. Mais la forêt tropicale, elle part d'un point qui est central, où elle est extrêmement, disons, dynamique, avec des arbres
etc. Et puis au fur et à mesure qu'elle remonte vers le nord, elle s'amoindrit jusqu'à devenir steppe. Et ça, c'est un processus de désertification où le sable du nord envahit la steppe et la végétation recule. Donc c'est dans ce milieu en voie de désertification que j'ai travaillé. Et dans ce milieu en voie de désertification, évidemment, il y a des modifications qui sont dues au changement climatique, mais il y a aussi l'activité humaine. Pour vous citer une chose simple, dans ces zones-là, la population est assez plutôt nomade. Par contre, il y a eu un processus, si vous voulez, qui est un processus d'urbanisation. Beaucoup de gens qui étaient dans le monde rural, dans la brousse, etc., sont allés dans les villes. Les villes ont grossi. Seulement, c'est des villes du tiers-monde. On n'a pas de gaz, on a peu d'électricité, on a peu de combustibles, disons, fossiles. Et pour alimenter ces populations concentrées dans les villes, il reste quoi comme combustible? C'est le bois. Donc, on déboise énormément pour fournir aux citadins le combustible dont ils ont besoin. Donc, l'homme déboise énormément. Deuxièmement, il y a un excès de troupeaux. Les troupeaux sont beaucoup trop importants par rapport à la capacité du milieu à supporter. Donc, il y a une accélération de l'épuisement de la ressource. Donc, voie de désertification. Troisièmement, les populations ont la mauvaise habitude, quand ils doivent défricher, de mettre le feu, des feux de brousse. Donc, 3 pratiques qui avaient été dénoncées, lutte contre la désertification, dans la lutte contre la désertification ou dans la désertification. Donc, une fois que vous avez cette pesanteur sur le milieu, eh bien, la végétation disparaît. Elle disparaît de plus en plus. Et une fois la végétation disparaît, évidemment, la désertification s'installe. Seulement, il y a un problème, c'est que vous avez ce qu'on appelle un effet de l'albédo, enfin, peu importe le nom savant, c'est-à-dire qu'en fait, le rayonnement solaire, quand il intervient, vous savez, si vous faites un capteur solaire, vous n'allez pas le peindre en blanc, il faut le peindre en noir. Et donc, comme le sol est dénudé, il a une coloration plutôt claire. Le fait qu'il y ait une coloration claire, ça fait que le rayonnement solaire est réfléchi dans l'atmosphère, remonte dans l'atmosphère au lieu d'être absorbé. Dans la forêt, il est absorbé, et hors de la forêt, dans le désert, il est réfléchi dans l'atmosphère. Donc, il se passe une chose, c'est qu'il n'y a plus de condensation. Et la sécheresse s'installe. La sécheresse s'installe, et quand les pluies reviennent, elles sont souvent violentes. Et elles tombent violemment. Et quand les pluies reviennent et qu'elles tombent violemment, eh bien, elles emportent la terre. C'est-à-dire que l'infiltration des sols est minime. On ne voit même pas les nappes phréatiques se recharger parce que les pluies ravagent les sols, et l'eau, au lieu d'alimenter les nappes et donc d'être bienfaisante pour le sol, elle détruit le sol. Et l'eau s'en va en emportant la terre. Ce qui fait que quand on a fait des mesures pédologiques pour savoir quelle est la quantité de terre partie par les orages, eh bien, elle est considérable. Et c'est comme ça que le processus de désertification se poursuit. Alors, on a vu aujourd'hui comment les filières maraîchères, comment les fédérations d'agriculteurs, comment des familles se sont appropriées les techniques de l'agroécologie, comment ça marche, comment elles deviennent autonomes. Et malgré tout, c'est pas facile, il y a quand même des freins psychologiques, des freins techniques, des freins socio-culturels, dont a parlé d'ailleurs Michel Sonnet, d'ADG Jean Blou, de l'ONG. Je vous en cite comme ça quelques-uns de ces freins en vrac. Par exemple, qu'il est difficile de faire du compost sans matière organique. Dans certains lieux, on n'a pas de matière organique pour produire du compost. Je suis totalement d'accord. Ben voilà. Alors, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Pardon? Parce que partout, les gens cultivent pour vivre. Donc ils mettent des céréales. Et les céréales, la plupart du temps, ils ont en même temps des troupeaux. Les troupeaux, les déjections du troupeau sont du fumier. Quand ils cultivent, il faut bien nourrir le troupeau.
Donc, il faut bien nourrir les êtres humains, donc ils ont des pailles. Hein, quand on a récolté la céréale, on a des pailles. Et ben, vous avez déjà 2 ingrédients qui peuvent vous permettre tout de suite de faire un compost. Et ce compost que vous pouvez, en le transformant, amener à votre jardin. Parce que de toute façon, il vous faut bien des céréales pour vivre. Les troupeaux sont omniprésents, donc le fumier est disponible partout. Moi, j'ai eu aucun obstacle dans ce sens-là, aucun. Donc, une fois que vous avez du fumier et de la paille, vous faites du compost et vous faites de l'humus pour alimenter votre jardin. Voilà. Évidemment, ça ne peut pas être utilisé sur des surfaces trop importantes, mais même sur les surfaces importantes, on avait appris à faire ce qu'on appelle des poquets. C'est-à-dire au lieu de mettre du compost partout, vous le localisez uniquement, vous faites un trou, vous mettez dans le trou une poignée de compost et vous semez vos grains de mil ou autres. Et on a vu donc ça, des productions qui étaient tout à fait raisonnables. Et en plus, cet humus, il a un avantage, c'est qu'il peut retenir jusqu'à 6 ou 7 fois son propre poids en eau. C'est-à-dire que vous prenez ce compost réalisé, vous le pesez, vous le mettez sur une balance, c'est ce que nous avons fait. Et quand vous l'avez mis sur une balance, et ben dans un récipient, vous le mettez sous un robinet qui goûte. C'est simplement goutte à goutte. Évidemment, il ne faut pas verser de l'eau, mais laisser goûter. Ça dure 1 heure, 2 heures, peu importe, ça goûte. Et quand vous avez pris le compost séché et que vous le pesez, vous vous rendez compte qu'il a retenu presque 6 à 7 fois son propre poids en eau. Donc, il a une capacité éponge à retenir l'eau. Alors, bien sûr, si vous voulez le mettre sur toute la surface, il n'y en aurait pas assez. Mais si vous le localisez, à ce moment-là, vous obtenez... Et ce que je vous dis là, ce n'est pas des théories. Hein, je veux dire, il ne me permettrait pas de parler de ces choses-là si je ne les avais pas expérimentées. D'ailleurs, j'ai écrit sur ces questions-là. Alors, c'est l'heure de publicité, hein, c'est ça. Donc, j'ai écrit un bouquin qu'on appelle L'offrande au crépuscule, où je me suis totalement expliqué sur cette aventure agroécologique. Et il se trouve qu'il a eu le premier prix du ministère de l'Agriculture français. C'est vrai qu'on n'est pas allé dans des suppositions, des approximations. On a voulu être très scientifique parce qu'on allait nous renvoyer à la figure, c'est pas scientifique. Ben si, c'est scientifique. On a analysé les sols, on a analysé les composts, on a mesuré l'évolution des plantes. On a aussi proposé toute la question de l'érosion des sols. On a des techniques qui luttent contre l'érosion des sols, bien sûr le reboisement, etc. Donc nous sommes rentrés dans une expérimentation qui est maintenant validée. Voyez. Mais pourtant, oui, aujourd'hui, certains acteurs qui agissent sur le terrain disaient que beaucoup de pratiques sont encore empiriques et qu'il manque une recherche scientifique pour prouver les résultats de certaines expériences, certaines démarches. On s'aperçoit quand même que cette recherche empirique, scientifique, commence à peine. On a un petit module ici à l'UCL, à l'ULB, ça commence. Qu'est-ce qui explique que finalement l'agroécologie existe depuis un temps et que finalement elle ne s'enseigne pas si facilement dans l'enseignement traditionnel? Mais la démarche dite scientifique a été une catastrophe, puisqu'on a instauré une agronomie soi-disant scientifique, alors que c'est une agronomie destructrice. On vous a dit il faut mettre telle substance, NPK, etc., etc. Ça, c'est la science la pseudo-science qui a proposé tout cela. Oui, mais la science ne s'oppose pas forcément. Une erreur. La science, en tout cas, prouver les effets d'une expérience en agroécologie n'est pas incompatible. N'est pas incompatible. Enfin, la science, dans ce cas-là, n'est pas incompatible avec l'agroécologie, en tout cas avec les objectifs qu'elle vise. Non, mais il y a science et science. Donc il faut bien... moi, si vous voulez, quand je fais ces approches-là, je ne peux pas seulement localiser mon propos sur une considération. La science a fait des choses intéressantes, mais elle a fait la bombe atomique aussi. Donc, quelle conscience
science sans conscience, vous connaissez la théorie, c'est-à-dire que la science en tant que telle, elle est un ensemble de connaissances, si vous voulez, mais ces connaissances, quelle conscience vous avez peur que l'agroécologie perde son âme en justement pas fréquentant les universités, en procédant aux recherches scientifiques? Non, c'est pas ça. Moi, c'est l'individu qui m'intéresse. C'est pas la discipline. La discipline, je m'en fiche, je veux dire. L'être humain, la science, elle est là. L'être humain l'utilise pour le meilleur et pour le pire. Voilà, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, vous voyez quel est dans l'esprit des gens. Est-ce que la science, elle est une approche positive qui a le souci d'une amélioration réelle de la condition humaine, ou est-ce que la science, c'est fabriquer des armes, des missiles, c'est scientifiquement qu'on fabrique des missiles. Donc je ne me prosterne pas devant la science. La science, elle est ce que les humains en font. Ils peuvent en faire du bien et ils peuvent en faire du mal. Simplement, il y a des constats que l'on fait suite à des expérimentations. Ce qui s'est passé en fait aujourd'hui, on est prisonnier, disons, d'un système qui a fait l'option de diriger un certain type de société. C'est ce type de société, eh ben aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il soit très positif. La science, on en a partout, mais qu'est-ce que nous avons réussi en fait? Quoi? Qu'est-ce qu'on a réussi? Est-ce que finalement, on est dans un tel désastre social et global dans lequel s'inscrit l'agriculture, comme s'inscrit la médecine, comme s'inscrivent toutes les autres disciplines. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas moi de me focaliser sur ceci ou cela, c'est de dire l'humanité va où? C'est ça qui est important. C'est de savoir est-ce que l'humanité a compris qu'elle doit changer de posture et d'attitude, ou est-ce que l'humanité n'a pas compris et elle va à sa perte? C'est tout. Et je pense que nous ne sommes pas intelligents, parce que c'est nous qui nous attribuons l'intelligence, alors qu'en fait, à l'évidence, nous ne sommes pas intelligents. Parce que je pense que si des extraterrestres nous étudiaient, avançaient, ils diraient, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils ont une planète absolument magnifique. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Voilà, c'est ça la réalité. Et ils ont une planète magnifique. Et tout ce qu'ils savent faire de cette planète, c'est la polluer, la détruire, faire du fric. Voilà, tout dénaturer, tout dégrader. Même l'être humain n'est pas heureux, rien n'est bon dans ce système. Alors bien sûr, si on se concentre uniquement sur l'agriculture, mais ce n'est pas mon propos, ce n'est pas me concentrer uniquement sur l'agriculture. L'agriculture, elle est dans un contexte général, d'une compréhension générale de l'être humain par rapport à la terre qui le nourrit, dont il est l'enfant finalement. Et nous sommes enfants de cette terre. Bon, donc si vous voulez, après, on se perd dans le détail. La médecine a fait des progrès incontestables en matière de chirurgie, dans un tas de matières, mais elle a fait des erreurs énormes aussi dans l'approche de l'être humain. Parce qu'on a fragmenté l'être humain. On a pris des morceaux, chacun s'occupe d'un organe, il y a le spécialiste du foie, de l'œil. Non, l'être humain, c'est une entité indivisible. Et c'est pour ça qu'il y a des médecines qui ont compris que quelquefois, il y a des pathologies qui sont dues à la psyché, à ce que nous avons dans la tête. Or, qu'est-ce qu'on fait en formation médicale? On fait de la dissection. On découpe des cadavres et on examine chaque organe. Et après, on crée les médicaments qui sont destinés aux organes. Et ben, on a fait pareil à la Terre. La Terre, on l'a fragmentée. On a créé une science, effectivement, mais qui est complètement décalée avec la réalité. Elle est même dangereuse. La science, c'est scientifiquement qu'on dit qu'il faut mettre des engrais, qu'il faut utiliser des pesticides. C'est scientifiquement qu'on le fait. Et je ne me prosterne pas devant la science parce que c'est la science, il n'y a plus rien à dire. Mais non, la science, elle a fait des erreurs énormes et elle continue à en faire. Donc moi, je n'ai pas spécialement de confiance totale en la science. Elle fait du mal aussi. Donc il faut savoir quelle est l'intention de l'être humain. S'il y a des êtres humains dont l'intention est positive, ils veulent que la science fasse du bien. Et il y a des gens dont l'intention est négative, ils veulent que la science fasse du mal. Donc le problème aujourd'hui de l'humanité, c'est de faire le choix. Voyez. Donc c'est pour ça que
comment voulez-vous que la société change si l'être humain lui-même, qui est responsable et organisateur du monde tel qu'il est, ne change pas lui-même, voyez? Et donc, ça va jusqu'à dire, bon, bah, on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire, et exploiter son prochain. Ce n'est pas un problème. Et même maintenant, la bio, elle est de plus en plus accaparée par les gagneurs d'argent, parce que ça rapporte, c'est tout. Mais alors que moi, c'est pas ça, c'est une déontologie, c'est une approche de la vie, c'est l'équilibre que l'humanité doit trouver aujourd'hui pour essayer d'être en équilibre avec les lois de la vie à laquelle elle doit la vie. Et l'humanité, c'est quoi? Sur 24 heures, c'est 2 minutes, 1 minute et demie à 2 minutes. Jusque-là, la planète n'a pas eu besoin de nous, absolument pas, et elle risque de ne plus pas avoir besoin de nous, du tout. Seulement le drame de l'humanité, c'est que c'est elle-même, par ses actions inconsidérées, et la science a une grande responsabilité, qui en fait s'auto-élimine, s'auto-détruit par ses transgressions. Et c'est pour ça que l'agriculture biologique, qui devient l'agroécologie, c'est comment avoir une approche, être attentif aux lois de la vie et dire, moi je suis à l'école de la vie, et étant à l'école de la vie, ma pratique est-elle conforme avec les lois de la vie ou est-elle en dehors des lois de la vie? Et c'est ça. Et ça introduit donc l'élément déontologique, l'élément philosophique bien sûr, mais déontologique. Et ça ne peut pas être simplement qu'une pratique et qu'une technique scientifique. Voilà. Donc je suis très ferme là-dessus. Et c'est pour ça que quand on parle d'agroécologie, c'est comment permettre à l'être humain enfin de sortir de cette erreur monumentale que provoque l'argent, où finalement, qu'est-ce qu'on fait de la planète? Eh ben, on la dissipe et on la remet au dieu argent. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Tous les jours, on détruit cette merveilleuse planète au lieu de la percevoir comme une magnifique oasis au milieu d'un immense désert sidéral et astral. On l'aperçoit comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre, etc. L'humanité est folle, voilà. Et on est dans l'auto-élimination de notre espèce par nous-mêmes, d'autant plus que tout ça s'exprime aussi dans notre physiologie. Les maladies évoluent, les cancers, etc., etc., etc. Nous respirons de l'air pollué, nous buvons de l'eau polluée, nous mangeons des aliments qui sont dénaturés parce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas poussé sur une terre vivante pour nous transmettre la vie. Et tous ces éléments-là sont de la responsabilité stricte du genre humain à l'égard de lui-même. Mais je ne veux pas me focaliser uniquement sur des techniques et des choses comme ça. Sinon, ça n'a aucun sens pour moi. C'est vrai que bon, la journée était consacrée à l'agroécologie, donc je vous relance là-dessus. Je suis dans l'agroécologie. Oui, en plus. Je ne suis pas hors de l'agroécologie. Simplement, j'introduis les éléments complémentaires qui donnent le contexte général. Bien sûr. Et donc, bon, je vais passer tous les freins qui ont été évoqués aujourd'hui, mais finalement, pour se rendre compte que le frein le plus prégnant était l'éducation des jeunes, oui. Qui ne veulent pas prendre le relais, qui ne s'intéressent pas à l'agroécologie, qui ne se rendent pas forcément compte finalement des dégâts que peuvent faire les actions humaines, que ce soit dans l'agriculture ou autre. Donc c'est d'abord l'éducation. L'éducation, moi, il y a très longtemps que j'ai remis ça en question, parce que ce qu'on appelle l'éducation, c'est prendre un enfant et le conformer de façon à ce que ce soit un adulte adapté au système. C'est rien d'autre. C'est adapté au système, c'est tout. Rien d'autre. C'est pas de l'éducation. C'est en fait du conditionnement de façon à obtenir, à partir de l'être humain, des compétences qui sont destinées à maintenir le système. C'est tout. C'est ça l'éducation. Et malheur à celui, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais à l'enfant de la nature, on ne lui parle jamais de sa propre nature, on ne parle jamais de la relation de l'enfant aux autres enfants. C'est la compétitivité, sois le meilleur, mon fils, etc. Bon, tu dois dominer, etc. Et déjà, c'est la pépinière des inégalités. Et c'est la pépinière de la dualité. On transforme les enfants en enfants compétitifs
Et à partir du moment où ils sont compétitifs, ça ne peut pas être des adultes apaisés. Il y a aussi toute la problématique aujourd'hui de la femme dans le monde. Le féminin et les femmes sont complètement subordonnés sur l'ensemble de la planète. L'ensemble de la planète. La femme est subordonnée. Et pourtant, il faut du féminin et du masculin. Je pense que chacun de nous, sauf que s'il y a des gens clonés, enfin, on est nés quand même tous de cette énergie féminine et masculine. C'est ça qui fait la vie. Et dans toutes circonstances et dans tout règne, un règne qui soit animal, il y a ces deux composantes féminin-masculin. Aujourd'hui, c'est un énorme problème que la subordination de la femme sur la planète, qui est banalisée. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que c'est pratiquement la norme. Et on ne remet pas en question tout ça. Et tout le problème aujourd'hui, c'est peut-on prendre conscience de notre inconscience? Et tant qu'on n'a pas pris conscience de notre inconscience, on continuera dans la transgression et dans les erreurs qui donnent un monde si difficile à vivre, où vous avez des gens qui sont dans la prospérité, mais heureusement qu'il y a des anxiolytiques pour essayer de compenser le bonheur qu'on n'a pas. Et je crois que si on n'organise pas la société pour qu'elle produise non pas des dividendes financiers, mais du bonheur, eh ben on n'arrivera pas. Je veux dire, c'est un échec. Donc tout ça s'inscrit, et là je ne suis pas loin de l'agriculture, parce qu'elle fait partie aussi des composantes des activités humaines qui donnent sens ou qui ne donnent pas sens à notre destinée. Voilà. Et bientôt, si ça continue, existe-t-il une vie après la mort? J'en sais rien, mais bientôt, existe-t-il une vie avant la mort? Et qu'est-ce que ça veut dire que vivre? Et ces questions-là sont fondamentales, absolument fondamentales. Qu'est-ce que veut dire vivre, finalement? Est-ce que c'est advenir sur la planète, aller à l'école, apprendre un métier, consommer et puis mourir? Non, c'est pas ça. Donc, pour moi, l'agroécologie en particulier, ce n'est pas la seule activité, mais c'est une activité qui nous intègre petit à petit à notre réalité vivante. Il y a quelques jours, il y a une femme qui est venue faire une enquête sur l'eau. Je lui ai dit, Madame, vous êtes de l'eau, et je suis de l'eau. Et nous tous là, nous sommes tous de la flotte, ici. Je ne pense pas que quelqu'un puisse dire qu'il n'est pas de la flotte. Donc, nous sommes en train en dialoguant sur l'eau, nous dialoguons sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que cette séparation mentale qu'on a mis, la nature et nous, a été source d'énormément d'ambiguïté. Et j'accuse la Bible d'avoir été beaucoup dans la relégation de la femme. Pourquoi Dieu serait que masculin? Pourquoi c'est toujours cette histoire de clivage masculin-féminin. Dieu n'est que masculin, il ne peut pas être féminin. Non, il peut être féminin aussi. Pourquoi pas? Pourquoi il n'y aurait pas un Dieu masculin-féminin? Et puis, évidemment, on doit... Quelle idée a eu Ève d'aller croquer la pomme? Oui, mais le pape vient justement de dire que c'était pas la faute d'Ève. Hein. Il vient de le dire. Le pape vient de dire justement de dédouaner Ève de la responsabilité. D'accord, mais il n'empêche que c'est Ève qui a été accablée d'avoir commis l'erreur, d'avoir bouffé la pomme et nous avoir foutu dans un merdier pareil. Bon, c'est comme ça que ça marche. Et elle n'est que la côte d'Adam, elle n'est pas plus que ça, etc. Et donc, quand vous lisez toute la Bible, vous voyez une femme, soit c'est une femme exceptionnelle qui a fait des miracles, soit c'est une prostituée ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a quelque chose qui gère aujourd'hui la compréhension de la vie, qui en fait trouble la compréhension de la vie, et à coup de concepts, nous nous éloignons d'une réalité tangible qui est celle d'aimer la terre, d'aimer les autres. Moi, je reste totalement fidèle au message de ce type qui s'appelait Jésus-Christ et qui dit quoi? Il dit l'amour, voilà, aimer, c'est tout, c'est tout. Il faut aimer. Et il n'a jamais demandé, faites-moi des cathédrales, des églises et des machins. Il a simplement dit, voilà, c'est ça. Et je crois que l'être humain, c'est l'énergie la plus positive que peut produire un être humain, c'est justement l'amour. Mais à condition qu'il ne soit pas remis à l'échelle de l'être humain, qu'il bricole pour que ça aille à peu près. C'est pas ça. C'est quelque chose qui est une énergie. Pour moi, elle est une énergie qui est transcendante et que l'être humain peut. Et elle s'applique à la terre. Aimer la terre, la soigner, prendre soin des animaux, parce que la condition animale est quand même scandaleuse. On met de quel droit est-ce que nous traitons les animaux de cette façon?
Ce sont des créatures qui ont besoin de vivre aussi comme nous, et on doit avoir une espèce de compassion à l'égard de ces créatures. Et c'est tout cela qui rentre dans cette notion d'approche agroécologique. Alors, on a soulevé parmi les contradictions dont vous venez parler, cet après-midi, il y a eu une question extraordinaire après avoir entendu Lydia et Claude Bourguignon, qui sont des spécialistes du sol, de la fertilité du sol, et qui expliquent comment l'agriculture intensive, chimique, détruit le sol, et comment finalement on devrait la traiter en respectant son cycle naturel biologique. Et une personne a posé la question, mais à quoi servent les agronomes? Ils sont au plus proche de la vie. À quoi servent-ils? Alors, ils sont complices, finalement, d'un système. Comment expliquer que, finalement, ceux qui comprennent au mieux... Je reviens à ce que j'ai dit au début. Il y a un système qui en fait, dispose d'une humanité, et cette humanité, il veut la conformer, en quelque sorte, à ses objectifs à lui, qui sont les objectifs de l'argent, de la productivité, etc. Donc l'être humain est manipulé de mille manières pour être conformé à un système. Donc ça, depuis et en même temps, dans une logique qui, la modernité prétend libérer l'être humain. C'est-à-dire qu'on est rentré dans le cycle, si vous voulez, de la technologie, le moteur à explosion, le cheval animal qui est relégué pour le cheval, voilà, mécanique. Et tout cela, la modernité a amené des bonnes choses, mais elle a induit aussi ce qu'on appelle un changement de paradigme. Modification de l'espace et du temps par la vitesse, bon, je n'ai pas besoin de développer tout ça, c'est en fait la modification même de la perception du temps. La perception du temps qu'ont toujours eu les êtres humains, elle était régulée par le cycle du soleil, de la lune, les saisons, etc. C'est ça qui régulait en quelque sorte le temps. Et quand on est rentré dans le temps dit mécanique, on a fabriqué des outils qui vont très vite, comme les automobiles, les trains, etc., les avions, etc. Ça a modifié donc la notion du temps. Et du coup, on est rentré dans un système frénétique, c'est-à-dire où il y a eu cette formule horrible, le temps c'est de l'argent. Ben non, le temps c'est de la vie, c'est pas de l'argent. Et d'avoir adopté cette formule, ça a été une catastrophe. Le temps, ce n'est pas de l'argent, le temps c'est de la vie. C'est rien à voir avec ça. Donc il y a eu une grosse modification, disons, de la perception, en particulier du monde occidental, parce que c'est un Occident qui est né le paradigme actuel, qui s'est ensuite répandu partout sur toute la planète. Et c'est à cette époque-là, à ces époques-là, qu'il y a eu la migration européenne. Mais la migration européenne, c'était pas la migration pour aller chercher des ressources au Burkina Faso. C'était pour carrément prendre le territoire des autres et éliminer les habitants qui y habitaient. Notamment, je reste très blessé par l'élimination de certains peuples comme les Peaux-Rouges, etc., etc. Donc il y a eu une modification en quelque sorte de la perception du temps et de l'espace qui a amené un mode d'existence frénétique. Il ne faut surtout pas perdre de temps, il faut en gagner. Les montres nous harcèlent tous les jours. On est harcelé tout le temps par les montres, être en retard, pas en retard, avancer, pas avancer. C'est incroyable. Et vous allez dans certains pays, bah, les gens, ils vivent, quoi. Ils sont tranquilles. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou pas raison. C'est en fait cette comparaison-là que l'on peut faire. Et on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle le stress. Le stress qui, finalement, dû à cette frénésie permanente et ce harcèlement permanent où on ne doit jamais perdre de temps, on doit le gagner, etc. Alors à ce moment-là, on a recours à toutes sortes de tranquillisants, d'anxiolytiques, de choses pour atténuer une vie frénétique qui n'est pas bonne pour nous. Nous n'avons plus le temps. Voilà. Et tout ça pourquoi? Là, pour produire d'abord ce qui est nécessaire, bien entendu, se nourrir. De quoi avons-nous besoin? Ben, nous avons besoin évidemment de nous nourrir, nous avons besoin d'être vêtus, nous avons besoin d'être abrités avec des maisons, et nous avons besoin d'être soignés quand on est malade. Ça, c'est les besoins
incontournables. Tout le monde ne les a pas. Tout le monde ne les a pas. Et à ce moment-là, vous arrivez à une société planétaire dans laquelle 1/5 de la population mondiale dite avancée, moderne, etc., qui en fait accapare les 4/5 des ressources de la planète. Et c'est grâce à ça qu'on crée un modèle qui est performant en termes évidemment de ce qu'on pourrait appeler la prospérité et l'avancée technique, mais qui n'est pas reproductible. Si tout le monde voulait vivre comme moi, comme un Français moyen, ben la planète ne suffirait pas. Parce que les ressources ne sont pas disponibles au point de permettre à toute l'humanité de vivre sur ce modèle-là. Donc on est dans un modèle d'épuisement accéléré des ressources de quelques-uns au détriment des autres. Et vous avez des gens qui sont en haut de la pyramide, il paraît qu'il y a à peu près 1500 milliardaires sur la planète, en dollars, et puis ensuite vous dégringolez les échelons et vous arrivez à une mère de famille qui n'a rien à donner à son enfant et qui le voit mourir. Et toutes les 7 minutes, ben un enfant meurt. Une question qui a été posée plusieurs fois, est-ce que l'agroécologie peut nourrir 8 milliards ? On va vers 8 milliards d'individus sur Terre. Il faut faire attention à la démographie. Parce qu'on dit il y a la faim dans le monde parce que nous sommes nombreux. Comment voulez-vous dire à quelqu'un qui ne bouffe pas que c'est lui qui amène le problème? Non, c'est une question simplement de partage. Alors, certes, nous sommes peut-être X milliards, mais si vous faites le ratio entre ceux qui mangent à leur faim et ceux qui ne mangent pas à leur faim, ben vous vous apercevez que ce n'est pas parce que c'est pas le nombre. Et quand vous voyez dans les pays riches, dits prospères, que nous fabriquons 30 à 40% de déchets, c'est-à-dire de choses inutiles, c'est-à-dire un système qui produit du nécessaire, mais qui produit du superflu. Et le superflu n'a aucune limite. Donc à partir de ce moment-là, le superflu rentre dans la comptabilité, en quelque sorte, de la prospérité, et c'est du superflu, c'est-à-dire des choses qui ne servent à rien. Et c'est pour ça que notre gros problème des pays riches, c'est les déchets. C'est-à-dire comment traiter les déchets, comment on cherche à recycler, on est submergé de déchets. Et ces déchets qui sont totalement inutiles, c'est-à-dire que c'est inutile, mais pour les fabriquer, on a prélevé des ressources, on a mobilisé l'énergie créatrice des êtres humains pour des choses qui ne servent à rien. Alors, si nous revenions à quelque chose de modéré qui réponde vraiment aux besoins de la majorité de l'humanité, pas seulement une partie de l'humanité, eh bien, à ce moment-là, on s'apercevra que la planète est assez prodigue et riche. Tous ceux qui font de l'agriculture ou même un jardin, ils savent bien qu'une seule graine de tomate donne des kilos de tomates. Un seul grain de blé donne des kilos de blé. Donc ce n'est pas la nature qui est fautive, la nature est prodigue d'une façon absolument extraordinaire. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a des égoïsmes qui accaparent tout et qui affament les autres. Et c'est pour ça qu'il faut... l'agroécologie elle-même doit intégrer cette déontologie selon laquelle le partage est très important. Très important. Il est très important d'être soucieux de ceux qui n'ont rien à manger pour essayer de les aider à manger. Et effectivement, si nous sommes dans ce registre-là, je peux vous affirmer que l'agroécologie répond, la seule solution aujourd'hui à la faim dans le monde, c'est l'agroécologie. Pourquoi ? Parce qu'elle rend chaque individu autonome. J'achète pas d'engrais, j'ai pas besoin d'acheter d'engrais, j'ai pas besoin de pesticides, donc je ne me ruine pas à acheter ces choses-là. Par contre, je rentre dans le cycle justement de ce système, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et dans lequel c'est comme ça, et je peux en parler puisque je me suis beaucoup engagé là-dessus et je vous ai parlé de mon bouquin, etc., etc., je peux vous affirmer que l'agroécologie est la seule voie par laquelle on solutionnera la faim dans le monde. Il n'y en a pas 36. Et elle apporte aussi des solutions au changement climatique. Alors, bien entendu, elle apporte des solutions. L'agroécologie implique
pas seulement de produire. Il y a l'agro-bio qui est celle du Nord, c'est-à-dire des pays nantis, ils font de la bio, voilà. Mais quand vous allez dans les pays du Sud, c'est pour ça que le terme, j'ai participé à ce terme-là d'agroécologie, vous avez affaire à des territoires dégradés. Et ces territoires dégradés, donc, nécessitent d'être réhabilités, régénérés, etc. Et si nous avions des programmes, et c'est ce que j'espère, puisque en ce moment, je suis en train d'évoluer vers, disons, des stratégies élargies, vous avez en Afrique une énergie humaine disponible extraordinaire. Il faut mobiliser cette énergie humaine à reboiser, à lutter contre l'érosion, à rentrer dans le cycle de régénération du milieu. Et là, vous avez une énergie énorme. Il suffirait de mobiliser ces populations qui sont les damnés de la terre, qui sont sur cette terre et qui sont souffrants. Et bien, cette énergie mobilisée, je peux vous assurer qu'on peut aller très loin. Et c'est mon intention. C'est mon intention, puisque nous avons, avec mes amis, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis et qu'on est dans l'affection, on est dans quelque chose de magnifique en termes de relations. Eh bien, c'est de collecter le maximum de moyens pour, justement, entre autres, créer des villages exemplaires entièrement axés sur l'agroécologie. Donc, ce village qui est mobilisé à lutter contre l'érosion, à replanter des arbres, à travailler le sol autrement, etc. Et je pense qu'en ayant quelques prototypes comme ça, ils seront exemplaires et je pense susciteront l'intérêt et la reproduction et leur réplique en quelque sorte et leur propagation. Et c'est ma grande espérance. J'ai 77 ans, je ne sais pas ce qu'il me reste sur mon dossier. Si dans la salle, il y a des gens qui maîtrisent les dossiers, qui fassent un coup de fil pour me dire mon dossier, le mettre un peu en bas de la pile pour me laisser le temps de réaliser le rêve que j'ai à réaliser aujourd'hui, eh bien, je peux vous assurer qu'il y a possibilité de sortir de l'ornière. Il ne faut pas raconter d'histoire. Si on arrêtait de dépenser, de faire des dépenses horribles dans les armements, dans la mort, on est bien plus au service de la mort que de la vie. Si on changeait de logique, c'est-à-dire qu'on est au service de la vie et non pas celle de la mort, nous avons les moyens de changer les choses. Est-ce que justement, où ça en est, la réception de ce discours auprès des politiques, est-ce qu'ils sont sensibles à, évidemment, une démonstration que cette agriculture est aussi, voire même plus efficace, forcément plus efficace que l'autre, que l'agriculture conventionnelle. Est-ce qu'ils sont sensibles à un modèle économique pour aller dans leur sens, pour parler leur langage ? Est-ce que justement vous leur parlez en ces termes-là en disant un modèle économique de l'agroécologie montrant par A plus B qu'elle est rentable, qu'elle ne permet pas de dépenser. Ça évite aux paysans de se ruiner en engrais chimiques, en pesticides, etc. Mais je suis très méfiant de ce qu'on appelle l'économie. Est-ce que c'est vraiment de l'économie ? Non, non, bien sûr, c'est justement une économie de la gratuité. C'est pour ça peut-être aussi que ça n'intéresse pas les firmes, les grandes entreprises et que les politiques. Justement, comment sont vos relations avec les politiques ? Parce que vous croyez plus à l'action des citoyens sur le terrain. Comment ils réceptionnent. Un exemple en France, par exemple, une loi de l'avenir a été votée au début de cette année, il me semble, qui permet de mettre les agriculteurs d'une même zone géographique pour les mettre en commun leurs moyens de production, mais aussi leurs élevages, leurs effluents d'élevage à travers, par exemple, la méthanisation. Voilà, c'est une méthode de regroupement qui permet justement de fédérer, de dépenser moins d'énergie, de consommer plus bio, comme il dit, comme Stéphane Le Foll le dit. Que pensez-vous de ce genre d'action politique ? Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous espérez, ou alors est-ce que ce sont encore des beaux discours et des actes qui n'ont pas... Moi, je ne crois pas trop à tout ça.
on ne peut pas en même temps proclamer la croissance économique indéfinie et en même temps amener des correctifs. Il faut arrêter la croissance économique indéfinie. Parce que la croissance économique indéfinie introduit le fait que la planète, on doit l'épuiser. C'est pour de la croissance économique qu'on épuise les poissons, qu'on détruit la planète. C'est pour ça, et qu'on exclut les hommes. Donc il faut déjà comprendre que quand les politiques renonceront vraiment à ce principe de croissance économique indéfinie, je commencerai à y croire. Or, ils le proclament. Et en même temps qu'ils proclament donc cette croissance économique destructrice et génératrice d'inégalités, d'inéquité sur la planète, parce que c'est l'argent qui domine tout, eh bien, s'ils ne renoncent pas à cela, je ne crois pas au reste, si vous voulez. Donc, à ce moment-là, on est installé dans le principe de, de pompier pyromane. Voilà. On est installé dans le principe de pompier pyromane, et c'est ce que je redoute même dans ces grandes rencontres internationales. Vous voyez, nous faisons quelque chose pour l'écologie. Non, on ne fait rien du tout. L'écologie, de toute façon, ça concerne absolument tout le monde, qu'on soit président de la République ou n'importe qui, nous tous concernés par l'écologie. Ça ne devrait même pas être un parti politique écologique, puisque l'écologie, ça concerne tout le monde. Donc, si on n'arrive pas à ce niveau de conscience que nous sommes tous concernés par l'écologie, parce que les fondements de la vie à laquelle nous devons nous-mêmes la vie. Et tant qu'on n'arrivera pas là, on continuera dans cette politique. D'un côté, nous détruisons, d'un côté, nous essayons de réparer, et du coup, on n'en sort pas. Voilà. Et il va y avoir la 21e rencontre internationale de trucs, mais jusqu'à quand? 200 rencontres avant de prendre des décisions sérieuses. 20 rencontres, c'est déjà pas mal. Et ben, qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. Moi, je n'ai pas vu grand-chose de changer. Alors, on se réunit, on se congratule, chacun, le professeur machin chouette qui y va de sa communication, l'autre qui y va de ceci et cela. On se disperse et rien ne se passe. Voilà. Donc, arrêtons. Arrêtons parce qu'il en va d'une exigence morale. Il y a des enfants qui sont petits et qui espèrent quand même vivre. Il y a des générations montantes. Ces générations montantes, on ne peut pas leur laisser un monde invivable. Il est urgent que nous prenions les décisions fermes et définitives pour que les enfants qui viennent et ceux qui viendront bien plus tard, etc., arrivent dans un monde où ils peuvent vivre. Aujourd'hui, on est en train de leur rendre le monde impossible. Déjà, on voit les prémices, en quelque sorte, de cette dégradation générale du système, où les jeunes, moi je rencontre des jeunes qui me disent faire des études, pourquoi? Si c'est pour aller au chômage, ça sert à quoi? Donc, il y a nécessité, nous travaillons énormément pour le changement de la logique elle-même. Si on ne change pas la logique elle-même, on ne changera rien du tout. Et la logique, c'est la puissance de la modération. Je viens de commettre un ouvrage qui s'appelle La puissance de la modération. L'autre bouquin que j'ai commis, c'était Vers la sobriété heureuse. Les éditeurs, les gens de l'édition me disaient, on le classe dans l'essai, un essai, dans la rubrique ou dans la catégorie essai, et ils m'ont dit, les essais, en principe, ça plafonne à 3000, 4000 exemplaires. Je suis à plus de 250 000 exemplaires. Donc, ce qui veut dire quoi? Je ne suis pas en train de triompher, bravo Pierre Rabhi, c'est pas ça. C'est de dire qu'aujourd'hui, les gens ont compris que la surabondance n'apporte pas forcément le bonheur. Et qu'il serait temps que nous nous installions dans une forme de sobriété que j'appelle heureuse. Au lieu d'être victime de cette matière, de ces acquisitions, on est toujours, l'être humain est manipulé à être jamais satisfait. C'est ce que fait la publicité. La publicité vous dit, bon, moi je regarde la télé, je regarde Colombo, je ne sais pas quoi, pour me distraire. Mais avant d'aller à mon film, on dit, mais tu n'as pas assez bouffé, il faut faire ceci, c'est là. Et on me le dit encore avec des simagrées, comme si j'étais un abruti. Je peux parfaitement comprendre sans qu'on me... Ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation mentale. On traite l'être humain adulte comme un imbécile infantilisé. Et ça, ça me vexe. Donc, au moment où il y a la publicité, je vais faire pipi. Voilà. Et donc, comme ça, je n'ai que le film et je n'ai pas le reste. Arrêtons avec tout ça.
Et nous nous laissons manipuler, nous nous laissons complètement manipuler. L'autre jour, il y a un jour, je me suis servi moi-même l'essence dans ma voiture. Enfin, c'est un diesel. Et il se trouve, avec maladresse, je me suis versé un peu de machin sur mon pantalon. Donc je puais toute la journée. Alors, non seulement vous donnez votre argent, mais vous faites le boulot. Et on accepte. Et on accepte tout le temps. On accepte tout le temps. On accepte qu'on élimine les êtres humains. Moi, l'autoroute, quand je circule dans l'autoroute, j'avais quand même, même si c'est pas un boulot vraiment viable, etc., je préférais quand même avoir quelqu'un avec un être humain quelque part et non pas des machines. Et les machines remplacent de plus en plus l'être humain. Et l'une des machines la plus pernicieuse qui aura des conséquences graves sur l'évolution humaine, c'est l'informatique. C'est tous ces écrans qui se multiplient. Tous ces enfants qui sont devant des écrans à l'âge de 5-6 ans déjà, ils sont en train de taper sur un clavier avant même d'avoir expérimenté la vie concrète. Ils sont déjà dans le monde virtuel. Et aujourd'hui, je pense que ces outils, je ne suis pas contre ces outils, ils sont très pratiques, mais attention que l'être humain garde ses fonctions cérébrales et ne les laisse pas complètement détournées, accaparées par des machines. Et aujourd'hui, c'est la société la plus fragile de toute l'histoire de l'humanité. Vous coupez l'électricité, vous arrêtez les carburants, vous arrêtez la transmission, et c'est l'effondrement total du système. Aucun système ne résisterait à cela. C'est pour ça que ça met en évidence le fait qu'il y a un équilibre à trouver entre le monde rural, c'est-à-dire la terre nourricière, la terre qui nous nourrit, etc., et le monde urbain. Si on n'équilibre pas ces deux choses-là et que l'urbanisation devient excessive, qu'est-ce que vous voyez sur les routes, en tout cas en France? Vous voyez des camions qui transportent la nourriture du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans arrêt. Les autoroutes sont encombrées de nourriture qui pourrait être produite localement. Et ça serait la bonne politique, c'est produire et consommer localement. Donc on est en plein dans l'agriculture. Comment vous vous adressez à la ville alors ? À la ville. À la ville. La ville. On peut produire. Je ne peux pas m'adresser à la ville. Non, je m'adresse à des êtres humains. Oui, mais je ne vois pas comment je peux m'adresser à la ville. Ou alors on m'enfermerait tout de suite. Hein. Comment vous vous adressez aux personnes qui vivent dans la ville et qui n'ont pas forcément accès à toute cette production, qui ne connaissent pas forcément... Avec tout le respect que je dois aux urbains, la plupart du temps, ils sont ignorants de la vie parce qu'ils sont hors sol. Et on a créé une espèce de système dans lequel l'homme est pris dans un bloc minéral, que sont les villes, avec des rues, tout ce que vous voudrez, mais en fait avec une espèce de situation hors sol par rapport à la nature. Or, il faut que la nature soit comprise aussi bien par les gens qui sont dans la ville que des gens qui sont dans la campagne. Alors, pendant 11 mois, on sert un modèle, et puis on a un mois pour aller respirer, hein, et bronzer. Moi, c'est fait, j'ai pas besoin, donc c'est fait. Ou alors glisser sur la neige, etc. Et on dit c'est de la vie. Non, moi je ne crois pas que ce soit ça, vivre. Vivre, c'est quand même être présent au monde et en fait se réjouir de ce que la nature nous donne. J'ai une petite anecdote comme ça. En principe, je la mets en conclusion de mes discours, mais il se trouve que je vis dans une ferme avec ma famille depuis une 50aine d'années, mais une ferme, j'ai décrit, pas de téléphone au départ. Maintenant, il y a tout le confort moderne, si vous voulez. Et puis, à l'époque les premières années où nous nous sommes installés, eh bien, nous étions pauvres. Hein. Nous n'avions pas. Je suis pas plus riche maintenant, d'ailleurs, mais enfin, c'est mieux quand même qu'au départ. Et puis, pour se chauffer, on avait du bois. Voilà. On avait, heureusement pour nous, un morceau de forêt, donc on allait couper le bois, et chaque année, c'était couper du bois, stocker le bois, et puis mettre dans la cuisinière pour nous chauffer, faire notre cuisine. C'était ça. Donc, chaque automne, je coupais du bois. Et
ça devenait très difficile de couper du bois tout seul. Et je suis installé dans un bistrot à Joyeuse, enfin le village de proximité. Je suis avec des amis et j'entends dans la table à côté quelqu'un qui dit « Je dois couper mon bois et je suis tout seul, c'est difficile ». C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je m'approche de lui, je lui dis « Moi aussi, je suis tout seul. Est-ce que on ne pourrait pas... Je vais vous aider et vous venez m'aider. » Voilà. Et comme ça, donc, le contrat est signé immédiatement et je vais l'aider, il vient m'aider. Et quand il est venu chez moi, on était dans un lieu très beau et on coupait le bois, on choisissait évidemment les arbres qu'il fallait couper, ceux qu'il fallait ne pas couper, etc. Et il passe toute la journée à couper du bois, mais sans tronçonneuse. Il n'y avait pas de tronçonneuse, il y avait juste, on faisait ça à la main, avec le passe, vous savez, cette longue scie où on se met à chacun d'un côté, etc. Et toute la journée, on a travaillé vraiment dans une jubilation incroyable, les oiseaux, le vent, on était vraiment dans une espèce de bonheur tout en travaillant, on ne ressentait même pas la fatigue. Et quand est arrivée la fin de la journée, donc le crépuscule qui arrive, à ce moment-là, bon, moi, on commençait à envisager de rentrer à la maison et je vois un coucher de soleil absolument splendide, le soleil rouge qui descend à l'horizon, et sur ce tableau magnifique se découpait un chêne dénudé, il n'y avait plus de feuilles, et qui faisait une espèce de dentelle magnifique devant ce crépuscule. C'était une splendeur. Donc moi, je me dis, quelle récompense, c'est magnifique, c'est splendide. Et j'étais là à contempler et à méditer sur cette beauté. Et mon compagnon était en train de ranger les outils. Et à un moment, il s'approche de moi, je le prends par la main et je lui dis « Regarde ». Il me dit « Il y a au moins 10 terres ». Voilà. Voilà. Donc, vous imaginez bien le choc. On était complètement... Moi, j'étais... Je ne dis pas que c'est mieux que lui ou moins bien que lui. Je dis simplement, on était dans un quiproquo. Moi, je regardais la beauté de cette nature et de cet arbre et de ce soleil couchant et c'était magnifique. Et lui, il avait encore en tête la quantité de bois et l'ester. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer, de faire disons, toute une exégèse là-dessus. Donc, ce petit événement est très significatif de finalement comment nous voyons les choses. Est-ce que nous admirons encore la vie ou est-ce qu'on n'est que pratico-pratique? C'est ce que je reproche à l'écologie moderne, c'est que l'écologie moderne ne parle pas de la beauté de la nature. Nous avons besoin de la beauté de la nature. C'est important pour nous nourrir intérieurement, nourrir notre âme, notre esprit. Eh bien, on n'en parle jamais. Le mystère de la vie, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Il y a aussi si vous voulez, cette quête permanente à l'argent qu'il faut gagner, etc. Moi, je ne fais pas de morale là-dessus. Ceux qui veulent gagner de l'argent, qui gagnent de l'argent, c'est pas ça. Mais il y a une petite anecdote très intéressante aussi là-dessus. C'est qu'un jour, il y a un pêcheur, un petit pêcheur, il a fini son boulot, il fait sécher ses filets, il est là, tranquille, il se repose, et un monsieur passe et lui dit, monsieur, la barque là-bas, c'est la vôtre? Vous dites oui. Ah, mais je dis, mais elle est petite. Je dis, oui, mais c'est ma barque. Voilà. Mais vous pourriez en avoir une plus grande. Ah bon? Et après, vous pourrez pêcher beaucoup plus de poissons. Et après, vous aurez tellement pêché de poissons que vous allez pouvoir vous acheter un petit bateau. Et après, vous embaucherez des gens qui vont venir travailler pour vous. Et après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est pas... Et si vous voulez, les méandres, alors cette petite histoire n'est pas sans signification. Ça peut paraître peut-être un peu humoristique, mais ça ne l'est pas fondamentalement. À quoi bon accumuler? Pourquoi accumuler au-delà de ce qui est nécessaire?
Parce que très souvent, l'humain, quand il veut comparer l'avidité ou la violence, il a comme exemple les lois de la jungle. Mais ce n'est pas ça, la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est simplement la vie qui se donne à la vie. Je dis souvent, dans la loi de la jungle, un lion mange une antilope, parce qu'il est le pauvre vieux, il faut bien qu'il vive. Une antilope mange l'herbe, il faut bien qu'elle vive, etc., etc. Donc c'est le processus de la vie. Mais à la seule différence, c'est que le lion, il n'a pas de banque d'antilopes et il n'a pas d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains. C'est-à-dire qu'il prélève ce qui est strictement nécessaire pour sa propre survie, mais il n'accumule pas au-delà de ce qui lui est nécessaire. Et c'est ça la différence quand on évoque la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est la vie qui se donne à la vie. Mais quand on reprend l'humain, c'est l'avidité, c'est l'accumulation, c'est l'accaparement, c'est toutes ces choses-là. Je ne fais pas de leçons de morale. Chacun fait absolument ce qu'il veut et je ne suis pas là pour donner des leçons. Simplement, cette chose-là, je me le suis appliquée. Et quand je parle de sobriété heureuse, quand j'écris la sobriété heureuse, c'est en résonance avec ce que je ressens aujourd'hui. Pourquoi être dans une société de la surabondance et consommer des anxiolytiques pour avoir l'air d'être heureux? Pourquoi ne pas être heureux par la simplicité? Voilà, c'est tout, c'est pas plus que ça. Alors vous qui êtes en voyage, vous allez sur le terrain, est-ce que vous voyez un éveil de conscience? Est-ce que vous voyez des colibris un peu partout agir? Est-ce que vous voyez un changement avec ce discours que vous tenez Très bonne question. Très bonne question. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a, si vous voulez, la politique. Moi, je n'accuse pas les politiques personnellement. Ils ont qu'à se regarder dans une glace et savoir s'ils sont honnêtes ou pas. C'est à eux à définir ce qu'ils sont. Et donc, je ne les juge pas en tant que personne. J'ai pas quelque chose qui me fait dire celui-là est honnête, celui-là n'est pas honnête, celui-là est ambitieux, celui-là ne l'est pas, etc. Et je n'ai pas à juger les personnes. C'est simplement que la politique, telle qu'elle est organisée au plan planétaire, disons, et même la géopolitique, et toutes ces questions-là sont basées sur l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond. On veut absolument entretenir un modèle qui génère de plus en plus de détresse, d'exclusion, etc. Et on veut absolument le tenir vivant. Par contre, on a une société civile. Et là, c'est l'émerveillement, parce que dans la société civile, il y a énormément de gens qui innovent. Il n'y a pas eu de décret national pour dire qu'il faut cultiver bio. Les gens ont pris l'initiative. Il n'y a pas eu de décret pour dire qu'il faut que les gens construisent avec des matériaux de qualité. Il n'y a pas eu de décret pour dire qu'il faut peut-être changer l'éducation, etc. Tout ça, c'est des initiatives que prend la société civile et elle est riche de ces initiatives. Et c'est magnifique. Et quand on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles en 2002 en France, d'ailleurs j'avais l'intention de reprendre la Belgique par la suite, etc. Bon, et bien... voilà, on me dit de me présenter aux élections. Ça me tombe comme une brique sur la tête. Moi, je n'avais jamais eu l'idée de me dire si, parce que... Donc, finalement, j'ai fini par me présenter en me disant, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais parler de l'alternative, le féminin au cœur du changement, une autre éducation, bien sûr l'écologie, bien sûr l'agroécologie, bien sûr les utopies, parce que sans utopie, la société ne peut pas fonctionner, etc. Et ça a été notre proclamation. Quel appel à l'insurrection des consciences? Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Donc notre débat est devenu en quelque sorte un forum civique. 30 conférences, et dans ces 30 conférences, tout le temps, le débat sur changement de société. Tout le temps. Partout. Et ce que font les uns et ce que font les autres. Et ça a été magnifique. C'est-à-dire que ça a révélé la créativité de la société civile qui n'est jamais mise en évidence. Parce qu'il y a un système qui est monolithique et qui est totalitaire, qui définit en fait ce que doit être l'organisation sociale. Et tout ce qui ne se fait pas dans le cadre de ce qu'a défini
le système, c'est de la marge, c'est marginal. C'est marginal, on repousse les gens, vous êtes des marginaux. Alors qu'en fait, ce sont des artisans du futur. Ce sont eux les vrais artisans du futur, c'est certainement pas la politique. Et donc, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la lassitude vis-à-vis de la politique, en tout cas en France, ne me permet pas de parler de la Belgique, j'en sais rien, mais en tout cas en France, les gens sont lassés par l'histoire de droite, l'histoire de gauche, et tout ce que ça sert de plus en plus les extrêmes, c'est tout. Ou alors l'abstention, des gens qui ne savent pas et qui se désistent en quelque sorte de la politique parce qu'ils ne savent pas comment se prononcer. Voilà. Donc par contre, ce qui est très intéressant quand on circule et quand quelqu'un comme moi est souvent avec le public, ce que je constate, c'est que la société civile invente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que l'objectif, on m'a dit, mais pourquoi tu ne te présentes pas aux prochaines échéances électorales comme tu l'as fait en 2002 ? J'ai dit, le contexte n'est pas le même. Je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que chez nous, il y a l'histoire des signatures. J'avais obtenu 200 signatures et j'obtiendrai peut-être les 500 signatures, mais je fais quoi avec après ? Ça serait malhonnête de collecter 500 signatures et de dire « moi je m'arrête là ». Ça m'engagerait à continuer le processus, ce que je ne veux pas. Et je n'ai aucune ambition politique. Je n'ai pas envie de devenir quoi que ce soit en politique. Et j'admire ceux qui le font. Et je suis reconnaissant à ceux qui le font en conscience et pour le bien de la société. Je ne récuse pas la politique en tant que telle. Et par contre, ce que nous préparons, l'idée que j'essaye de partager avec le maximum de gens, et elle est approuvée, c'est un forum civique. En quoi consiste un forum civique ? C'est-à-dire donner la parole à la société civile pour mettre en évidence tout ce qu'elle fait pour le changement social. Tout ce qui se fait comme ça, dans une espèce presque de discrétion. Il se fait énormément de choses dans la discrétion. Et nous sommes dans un système, finalement, qui prend d'un côté la rémunération et donner des salaires donnés, etc. Mais en fait, est-ce que la société ne fabrique pas des citoyens adaptés au système et non pas des êtres humains libres ? Auquel cas, si on admet que une mère de famille éduque un enfant pour le livrer, le livrer au système, eh ben, elle devrait envoyer sa facture à l'État. Je vous ai fait un citoyen, voilà, j'ai passé tant d'heures, je l'ai allaité, j'en ai pris soin, vous me devez tant. Je vous ai fait un citoyen. Mais la femme, elle ne fait pas un citoyen, elle fait surtout un enfant. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est de dire comment faire que la société civile, dans sa créativité, et elle est créative, puisse enfin mettre en évidence cette créativité et la transformer en démarche politique, mais non partisane. C'est-à-dire la politique de la vie. L'humain et la nature au cœur. C'est ce que nous voulons, c'est l'humain et la nature au cœur. Nous ne voulons pas du PIB, du PNB, des machins comme ça. Et ça, je pense que nous sommes très déterminés à le réaliser en France. Et je pense que ça va mobiliser beaucoup de gens. En tout cas, les tests que j'ai pu faire auprès des uns et des autres me disent que c'est une bonne idée. Donc finalement, ça me rassure parce que c'est pas parce que j'ai une idée qu'elle est bonne. Et du fait qu'on me renvoie qu'elle est bonne, ben ça m'encourage à le faire, et nous allons le faire, évidemment pas tout seul, parce qu'on est toute une équipe. Vous avez entendu parler du colibri ? Est-ce que dans la salle, les gens connaissent le colibri ? Oui, certes. Alors, je vais quand même dire l'origine du colibri. Une fois, j'étais en train de... disons que ce que j'ai constaté, c'est que dans la société, il y a une espèce de léthargie, de découragement, où on dit finalement, bof, c'est les multinationales, c'est l'État, etc. Si ça ne va pas, c'est à cause d'eux, etc., etc. Et finalement, on se dédouane nous-mêmes de notre propre responsabilité. Et j'étais dans cette pensée quand je lisais sur une revue dont je ne me souviens même pas, une espèce d'encadré un petit texte qui disait
amérindien, disons inspiré d'une légende amérindienne qui disait un jour, il y a eu un incendie de forêt, grand incendie de forêt. Tous les animaux atterrés voyant l'incendie sont découragés. Par contre, le colibri, ce petit oiseau merveilleux, fulgurant, il paraît que c'est le seul qui peut comme ça rester planer, etc., donc, avec un long bec, et ben lui, il ne se décourage pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière ou je ne sais pas où, et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, et il s'active, et il s'active. Et le tatou qui est en train de l'observer depuis un bon moment, il dit, il est complètement cinglé. Et il dit, colibri, tu ne penses quand même pas que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Il lui dit, je le sais, mais je fais ma part. Et ça, pof, ça a fait un flash dans ma tête, et je me suis dit, voilà, faire sa part. Parce que rester à pleurnicher, à dire la société, c'est ci, gna, 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 non. Il faut que nous sommes absolument libres d'orienter notre propre histoire. Et l'orientation de notre propre histoire, nous devons nous mobiliser tous. Je peux faire ça, je le fais, je peux faire ça, je le fais, mais je fais. Parce que si je reste simplement comme ça, atterré et à pleurer sur le monde qui va mal, ben le monde ira de plus en plus mal. Et c'est pour ça que si nous étions nombreux à nous mobiliser, vraiment pour faire notre part, je peux vous assurer qu'on peut changer le monde. Mais si nous restons simplement à déplorer la société et à écrire des thèses et des antithèses sur la société qui va mal, ben la société ira de plus en plus mal. Et je me réjouis que cette idée de faire sa part, et la preuve, il y a des colibris ici, eh bien ça se multiplie. Et justement, ces groupes colibris qui sont organisés un peu partout peuvent être porteurs en quelque sorte de cette nouvelle utopie qui est le forum civique. Voilà, donc tout ça est en ordre, si vous voulez, et je pense on y mettra l'énergie suffisante pour que ça devienne véritablement un mouvement, comme on a lancé le mouvement Colibri, comme on lance le mouvement des oasis, comme on lance tous ces mouvements. Ben, j'espère que le mouvement pour un forum civique va aussi se réaliser. Ce matin, j'ai entendu une question toute simple. Comment partir de zéro quand on n'a pas les moyens, quand on a envie de faire quelque chose, mais qu'est-ce que vous recommandez à cette personne? Alors encore une fois, je ne veux pas me mettre en exemple. Alors, moi, je peux vous assurer que je ne fais que témoigner, c'est-à-dire que je ne dis pas voilà mon exemple, mais mon exemple ça a été ça. Notre exemple à nous, Michel, ma compagne et moi, ça a été de partir de zéro. On est parti de zéro pour retourner à la terre, etc. On n'avait pas le moindre centime. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui a prévalu, c'est-à-dire la volonté absolue de faire, disons, de réaliser ce projet de retour à la terre, etc. Et c'est à partir de ce rien qu'ensuite, bien entendu, je suis devenu ouvrier agricole, je suis devenu crédible, j'ai pu présenter un dossier au Crédit Agricole. Et comme étant crédible, on m'a accordé un prêt sur 20 ans à 3% pour acheter le lieu que nous avons réalisé. Donc moi, je peux dire qu'on est parti de rien. Mais il y a des situations, nous, on a pu peut-être résoudre le problème, mais d'autres ne peuvent peut-être pas forcément le résoudre. C'est pour ça que je pense qu'il faut de plus en plus que les êtres humains se regroupent. Vous savez que j'avais un concept qui était un concept « les oasis en tout lieu ». Il se trouve que ma propre fille a réalisé le premier prototype. Vous pouvez aller sur le hameau des Buis. Et le hameau des Buis a été réalisé par Sophie Rabi. Elle s'est mariée plus tard avec Laurent, son compagnon, et ils ont réalisé les oasis, c'est-à-dire une vingtaine d'habitats, fait terre, paille, bois, donc entièrement écologique. Une cinquantaine, une soixantaine de personnes qui vivent chacun chez soi. Ils ont recréé une espèce de communauté sur les valeurs qu'ils partagent. Et du coup, au lieu d'être tout seul dans son coin, il y a des retraités qui sont là, qui sont dans la communauté, ils sont chacun chez soi. C'est-à-dire que c'est pas le rassemblement des chacun chez soi, mais ça crée une entité humaine de solidarité, de rencontre, etc. Donc cette notion d'oasis
dans une société en voie de grande désertification sociale permettrait finalement à des gens, plutôt que d'être exclus et vivre tout seuls dans leur coin, de se rapprocher d'autres gens qui ont les mêmes valeurs et de constituer de nouveaux villages, si on peut dire, de nouvelles entités humaines. Donc là, évidemment, la question d'avoir des moyens ou pas des moyens se pose de toute façon. Et ce qu'il faut arriver, c'est évidemment que cette solidarité puisse être elle-même productive et puisse être une solidarité qui, de ces hameaux, créer peut-être une solidarité qui aide les autres à aboutir au même résultat. Mais avec une idée qui est la simplification. C'est-à-dire qu'un habitat peut coûter très cher ou peut être au contraire peu cher. Donc moi j'organiserais bien, si je pouvais, un concours d'architectes à celui qui fait la maison la moins chère, tout en étant dans les critères écologiques. Ce serait merveilleux. Ça stimulerait la créativité, non pas dans le mieux et le plus, mais dans le plus sobre, le plus... Et c'est pour ça que je parle de puissance de la modération. C'est pas pour rien, parce que la modération est une puissance. De même, j'ai parlé de la sobriété, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la précarité qui s'installe un peu partout, il serait génial de réfléchir sur comment faire simple, beau et à la portée du plus grand nombre. Alors là, je ne suis pas Dieu, moi je ne peux pas, mais je pense que ce processus de la simplicité créative qui aboutirait à mettre à la portée du plus grand nombre les projets, ça serait peut-être une démarche très très intéressante. Mais il y a des limites, c'est-à-dire que ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont vraiment vraiment rien et qui ne peuvent accéder à rien, après c'est Dieu qui doit les aider, parce que nous on reste dans nos limites. Merci beaucoup Pierre Rabhi d'être venu nous voir. En tout cas, on suivra de près la mise en place de votre forum civique et de son développement. Je voudrais remercier chaleureusement l'UCL pour son soutien tout au long de l'année, donc au nom de l'ONG Louvain Coopération, les équipes techniques et la direction de Lola Magna, les différentes associations et leurs intervenants, Christophe Brismé pour SOS Faim qui est intervenu ce matin, Michel Sonnet pour ADG Jean Blou, Thierry Anse, Monsieur et Madame Bourguignon, Lydia et Claude, Denis Parkinson du département éducation et environnement de la Criée de Liège pour la visite de terrain qui aura lieu demain. Et aussi l'association Terre et Humanisme, bien sûr Pierre Rabhi, et votre équipe, les centres Colibri France et Belgique. Et je vous souhaite une très belle soirée.